Alors, pour commencer, je voudrais juste dire un mot qui risque d'être un peu long, enfin j'espère pas trop, mais du choix de ce titre, L'espace pendant un certain temps. Alors, évidemment pas pour le plaisir, s'il y en a un, vous révéler les secrets de cuisine, mais parce que voilà, il y a quelque chose qui me semble assez parlant ici, c'est que cette conférence a failli s'appeler Qui êtes-vous, Chantal Akerman. D'abord parce que c'est le titre qu'ont souvent ces conférences introductives ici à la Cinémathèque, et qui vise, entre autres ambitions, à explorer l'œuvre d'un artiste à travers une série de fragments, donc d'extraits de ses films, mais avec l'ambition de reconstituer un possible portrait, évidemment, de l'artiste à travers ces fragments. Et cette ambition-là, évidemment, elle résonne particulièrement avec les films d'Akerman, puisque les films d'Akerman eux-mêmes l'ont fait. Je m'adresse ici aux gens qui connaîtraient peu ou peut-être pas du tout, ce qui est une chance, parce que vous allez pouvoir découvrir les films à partir de cette semaine. Aux gens qui connaisseraient peu donc l'œuvre d'Akerman, je pense que vous savez néanmoins, ce qui fait partie des choses les plus connues, c'est qu'il s'y joue un art très singulier de l'autoportrait, que ce sont des films qui eux-mêmes ont beaucoup posé cette question-là, à leur manière. Qui êtes-vous, Chantal Akerman? Donc on sait, encore une fois c'est assez notoire, que l'histoire personnelle d'Akerman a été une matière dans laquelle on puisait ses films, ses fictions, ses documentaires, même si la frontière est pas forcément très valide, en tout cas elle tenait à raison à ce flou, disons. Mais elle a irrigué aussi ses livres. Akerman a écrit 2 romans qui sont très beaux, Une famille à Bruxelles et Ma mère rit. Elle a écrit une pièce de théâtre, Rôle de nuit. Elle a écrit un essai qui est un autoportrait précisément, qui s'appelle Autoportrait en cinéaste, qui est un très très beau livre. Elle a produit un certain nombre d'installations aussi, vous le savez peut-être. Et cette histoire, alors là je fais juste un rappel nécessaire, encore une fois pour ceux qui connaîtraient trop peu l'œuvre d'Akerman, cette histoire c'est avant tout, enfin beaucoup en tout cas, celle de sa relation avec sa mère, Nathalie Akerman, et à travers elle, sa relation à l'histoire de sa famille, et entre autres choses, et plus précisément surtout l'histoire de la déportation, c'est-à-dire à travers l'histoire de sa famille et l'histoire de sa mère qui a été déportée, évidemment une histoire qui est celle du siècle, bien sûr, et qui a irrigué vraiment tous ses films. Akerman elle-même a dit très souvent combien une bonne partie de ses films avait été faits pour interroger un silence, en l'occurrence le silence de sa mère, au sujet de la déportation, justement. Sa mère finira néanmoins par en parler un peu dans ce qui devait être le dernier film de Chantal Akerman, No Home Movie, qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Cette histoire, pour finir là-dessus, cette histoire personnelle, cette histoire familiale, elle a été interrogée souvent de manière explicite dans les films, donc par exemple dans celui-ci, dans le dernier, mais pas toujours. Et quand Akerman, au cours de son œuvre, s'en éloigne, quand elle semble s'en éloigner, en tout cas quand elle pense s'en éloigner d'ailleurs, quand elle fait des comédies musicales, parce qu'on pourrait l'oublier au fond, elle a fait une très belle comédie musicale, on pourrait même considérer qu'elle en a fait plusieurs, si on n'est pas trop tatillon sur la définition. En tout cas, elle en a fait une qui s'appelle Golden 80s, qui est un film magnifique. Quand elle adapte Proust avec La Captive, quand elle adapte Conrad avec La Folie est le meilleur, au fond, Akerman revient toujours à cette histoire-là, et elle a dit souvent n'avoir réalisé dans ces cas-là qu'après avoir tourné, qu'en vérité, cette histoire était l'horizon invariable de ses recherches. Et je dis de ses recherches volontairement. D'ailleurs, Claire Atherton, qui a été la monteuse d'une grande partie des films d'Akerman à partir de la moitié des années 80, l'a dit de manière très belle hier soir au moment de l'ouverture de la rétrospective, c'est que Akerman, c'est quelqu'un qui cherchait en tournant, qui ne savait pas. C'est ce qu'elle disait elle-même beaucoup, notamment au sujet de ses documentaires, et qui continue à chercher en montant, justement, avec Claire Atherton. Et donc, il lui arrivait souvent de dire, ben voilà, je ne savais pas ce que je cherchais, et puis j'ai fini par me rendre compte, au bout du compte, que ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'avais déjà trouvé dans mes autres films, c'est-à-dire cette histoire très personnelle. À ce sujet, j'ai envie de citer Pierre Michon. Alors, c'est pas exactement une citation de Michon, c'est Michon lui-même citant, parce qu'il l'a fait souvent, il aime beaucoup cette phrase. Pierre Michon citant un poète chauvage qui s'appelle Gennady Haïgi, et la phrase est la suivante: à la fin des fins, ce qu'on appelle le peuple n'est que la souffrance de ma mère. Je trouve troublant de voir à quel point cette formule-là pourrait être, par exemple, un sublime résumé d'un film comme Dest, ou même de Sud, ou d'une bonne part des films d'Akerman, comme il arrive parfois que, malgré eux, des artistes résument, sans le savoir, admirablement l'œuvre d'autres artistes. Et pour en revenir donc une dernière fois à cette matière autobiographique, le mot est, encore une fois, ce serait beaucoup trop réducteur de le considérer comme ça, mais justement, c'est peut-être pas tant une matière au sens où on l'entend généralement dans le cas d'œuvres nourries de la vie de leurs auteurs, que finalement, si Akerman a écrit sur son histoire personnelle, sur son histoire familiale, c'est peut-être au sens strict, au sens où cette histoire serait un support,
un support qui lui a permis, au fond, à parler d'autre chose, à parler d'énormément de choses. C'est une œuvre, l'œuvre d'Ackerman, qui est tournée vers un monde intérieur, disons-le comme ça, mais qui en même temps, et même grâce à ça, est constamment soucieuse d'interroger le monde extérieur. Et c'est un petit peu ce point de contact qu'on va essayer d'interroger au cours de cette conférence. Alors j'en reviens au titre. Finalement, le titre, donc, c'est « L'espace pendant un certain temps ». C'est une citation d'Ackerman, évidemment. C'est une citation magnifique qu'on trouve dans l'autoportrait en cinéaste. C'est à la fois une parfaite définition du cinéma, on ne peut pas faire plus limpide. L'espace pendant un certain temps, c'est ce que le cinéma nous donne, c'est ce que le cinéma peut nous donner. Et c'est en même temps une morale de cinéaste. C'est la morale du cinéma d'Ackerman. C'est cette morale, précisément, qui fonde le rapport entre ce que je viens d'appeler le monde intérieur et le monde extérieur. Mais au fond, pas seulement le monde intérieur d'Ackerman, le monde intérieur du spectateur aussi. Et c'est ça peut-être aussi la spécificité du cinéma d'Ackerman et justement de cette part d'autoportrait. C'est que cette part d'autoportrait tient dans une extrême hospitalité. Je ne sais pas tellement comment le dire autrement, mais je vais beaucoup insister sur la façon dont ces films sont habitables. Donc il s'agit bien d'hospitalité d'une certaine manière. Ce sont des films qui ont le souci constant d'accueillir les spectateurs et en les accueillant, d'accueillir avec eux leur monde intérieur. Je vais me permettre de citer là aussi quelqu'un d'autre parce qu'il me semble que c'est un très bon résumé là encore du travail d'Ackerman. C'est Christian Boltanski qui admirait beaucoup les films d'Ackerman et qui a dit cette chose très simple. Dans les films de Chantal Ackerman, on ne découvre pas, on reconnaît. Ça me semble extrêmement juste. Ackerman elle-même maintenant, parce que c'est elle qu'il faut citer avant tout, d'autant que je vous disais qu'elle avait beaucoup écrit et de très beaux livres, mais elle a d'une certaine manière, Ackerman a été et reste la meilleure critique de son œuvre. Critique au sens, évidemment, simplement d'essayer d'explorer le geste artistique. Au sujet du temps, justement, voilà ce qu'elle disait. Le temps n'est pas que dans le plan. Il existe aussi chez le spectateur en face qui le regarde. Il sent ce temps en lui. Oui, même s'il prétend qu'il s'ennuie. Et même s'il s'ennuie vraiment et qu'il attend le plan suivant. Attendre le plan suivant, c'est aussi et déjà se sentir vivre, se sentir exister. Ça fait du mal ou ça fait du bien, ça dépend. On dit souvent « je n'ai pas vu le temps passer ». Est-ce que le temps se voit? Et puis si on n'a pas vu le temps passer, n'est-ce pas comme si ce temps-là vous avait été volé? Parce que le temps, c'est tout ce qu'on a. Cette façon de présenter les choses, c'est une chose qu'Ackerman a beaucoup, j'allais dire répété, mais je devrais dire ressassé, parce qu'elle-même se définissait comme une ressasseuse. Et elle a beaucoup ressassé cette idée-là, qui est très belle. C'est l'idée qu'on ne devrait pas dire qu'on n'a pas vu le temps passer, parce qu'à ce compte-là, ça veut dire qu'on s'est fait voler du temps. Et Ackerman était là, au contraire, pour nous donner, peut-être nous rendre du temps volé ailleurs. Mais ce temps chez Ackerman, ça n'est pas nécessairement un temps long. Contrairement à l'image qu'on peut avoir de son cinéma, qui est juste par ailleurs, évidemment, les grands films d'Ackerman, peut-être les plus grands films d'Ackerman sont des films qui font faire l'expérience d'une certaine durée, c'est indéniable. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui a aussi réalisé des films d'une grande célérité. Je parlais de Golden 80s tout à l'heure. Je pourrais évoquer Demain on déménage, qui est un film qui va à une vitesse assez folle. La question du temps chez Ackerman, ce qu'il a travaillé, ce n'est pas la question du temps long, comme un arbitraire, c'est la question du temps juste. Le temps qu'il faut pour voir quelque chose. Mais voir quelque chose chez Ackerman, ça veut toujours dire aussi voir autre chose. Ça, ce serait une première approche nécessaire peut-être de la façon dont fonctionnent ces films. Je voudrais la citer à nouveau. Ackerman évoque un plan possible, imaginable de rue. Bon, comme par exemple dans News from Home, qui passera donc ce soir. Au bout de combien de temps, demandait-elle, commence-t-on à la voir, cette rue, à la ressentir, à laisser aller son imaginaire, mais pas trop loin, pour rester quand même un peu proche de cette rue après cette autre rue? Et le temps est-il le même pour tout le monde? Certains disent « ça m'a paru long », d'autres disent « ça m'a paru court », et certains ne disent rien. Qui a raison? Personne. Quelqu'un doit bien avoir raison? Peut-être. Je ne sais pas. C'est chacun pour soi. En général, on rajoute « et Dieu pour tous ». Mais Dieu n'a rien à voir avec cette histoire. Ce qui a à voir avec cette histoire, c'est le cinéma. Même si Dieu, on le verra rapidement, n'y est pas totalement étranger. Ces deux titres, pour revenir donc, enfin vous aurez compris qu'il s'agissait plutôt de commencer la conférence en parlant de ces deux titres. Ces deux titres, je m'en suis rendu compte en préparant justement la conférence, recouvrent aussi une double difficulté pour parler de l'œuvre d'Ackerman dans un cadre comme celui-ci. D'abord sur la question du temps, sur l'expérience du temps, parce qu'évidemment, pardon de dire une absolue banalité, mais faire l'expérience du temps, ça demande du temps. Ça demande un temps que ne nous permet pas, évidemment, la durée réduite d'une conférence, et puis la nécessité tout de même d'essayer de vous montrer beaucoup d'images de ces films. Donc cette expérience-là, je ne peux évidemment pas vous permettre de la vivre aujourd'hui. En revanche,
vous allez avoir l'occasion pendant 1 mois, 2 mois, je ne sais plus combien de temps dure la rétrospective, de la vivre de la seule manière possible, c'est-à-dire en allant voir ces films. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt s'intéresser à une série de motifs, parce que c'est le seul moyen finalement de ne pas complètement trahir, parce qu'on est obligé de trahir en ne laissant pas le temps se déployer comme il devrait. Donc on va s'intéresser à une poignée de motifs, vous allez voir. La deuxième difficulté, alors là plutôt du côté de l'autoportrait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, au fond l'autoportrait précède tous les possibles portraits. C'est-à-dire que cet exercice consistant à chercher Ackerman elle-même à travers ses films, elle-même l'a fait régulièrement. Et elle l'a fait notamment dans un film avec lequel j'aurais qu'on commence, qui est un très beau film, qui s'appelle Chantal Akerman par Chantal Akerman. Elle-même l'appelait Chat par chat, ce film. C'est un épisode, un volet en fait d'une célèbre série qui est celle de Jeanine Bazin et André Labarthe, qui s'appelle Cinéma de notre temps. Et cet exercice que je vais essayer de faire modestement, de prélever une série de fragments de son œuvre pour essayer de la trouver elle, c'est ce qu'elle a fait elle-même justement. J'en dis pas plus parce que l'extrait que je vais vous montrer, qui est assez court, en fait c'est le tout début de ce cinéma de notre temps, et précisément elle l'occupe à expliquer comment a été initié ce projet-là et pourquoi elle a choisi de faire son portrait à travers une série d'extraits de ses films. Donc, je voudrais qu'on voit le premier extrait, Ackerman par Ackerman. Un jour, j'ai rencontré Jeanine Bazin et André Labarthe et ils m'ont proposé de réaliser un cinéaste de notre temps. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je leur ai proposé une série de noms de cinéastes. Ils m'ont dit tous ceux-là ont déjà été tournés. Alors, un peu comme une boutade, je leur ai dit alors moi. Ils ont dit eh bien, alors toi. Et je me suis dit, si je fais moi-même un cinéaste de notre temps sur moi, cinéaste de notre temps, ce serait une sorte d'autoportrait. Et la meilleure manière de réaliser cet autoportrait, ce serait de faire parler mes anciens films. De les traiter absolument comme s'ils étaient des rushs. Et que je montrais pour créer ce nouveau film qui serait alors un autoportrait de moi. J'en ai parlé, je l'ai proposé et on m'a dit oui mais il faut qu'on te voie, il faut quand même que tu parles de toi. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Alors quel problème ? Ces problèmes, elle va en faire la liste juste après le moment où j'ai coupé ici, en les consignant dans une lettre lue au spectateur, donc avec le même plan, même si on va se rapprocher d'elle petit à petit. Et la lecture de cette lettre occupe le premier temps du film, à peu près une dizaine de minutes sur 1 heure. Au terme de cette lettre, où elle explique, en fait, elle est en train de mettre en scène son incapacité à faire ce qu'on lui avait demandé, et donc elle le fait en expliquant qu'elle ne peut pas le faire. Au terme de cette lettre, elle explique qu'elle a fini par comprendre ce qui lui posait problème. Ce qui lui pose problème, c'est que faire son autoportrait de cinéaste, en parlant, c'est parler de son rapport au monde. Le problème, donc, c'est d'en parler. Parce que les films, eux, n'ont cessé de mettre en jeu ou d'interroger ce rapport au monde. Mais avec les moyens du cinéma. Donc. Et c'est bien pour ça que son souhait initial était, souhait accompli dans la deuxième partie du film, était d'essayer d'élucider ce rapport au monde à l'aide d'un montage de moments de ces films. Alors évidemment, considérer que l'œuvre d'un cinéaste, que l'objet d'une œuvre de cinéaste, plutôt, c'est de figurer son rapport au monde, on pourrait considérer que c'est une évidence, presque une banalité, ça va de soi. Et en même temps, c'est une question qui se pose avec une sensibilité et une intensité particulière dans le cas des films de Chantal Akerman. Comment est-ce qu'on peut habiter le monde, ou peut-être plutôt comment est-ce qu'on n'arrive pas à habiter le monde? C'est la question qui traverse tous les films d'Akerman. C'est comme ça qu'il faut poser la question du rapport au monde. Et c'est ici, j'y reviens, que se noue sa morale de cinéaste. Parce que, tandis qu'elle s'interroge dans ses films sur cette difficulté, qui a pu être la sienne, à habiter le monde, les films, eux, travaillent sans relâche à être habitables, comme je le disais tout à l'heure, pour le spectateur. Et c'est justement ce qui est intéressant dans ce préambule, c'est que
ce préambule semble prendre la forme d'une mise à nu difficile, non voulue. C'est-à-dire qu'elle est obligée de dire avant de montrer. Mais évidemment, ce plan-là, c'est déjà du cinéma. Donc, c'est pas du tout une mise à nu. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'il faut dire sur Ackerman en général, c'est que je commençais en rappelant ce matériau personnel, intime, familial, mais en dépit de ça, il n'y a jamais, pas une seconde au cours de toute son œuvre, aucune forme d'impudeur dans les films d'Ackerman. C'est même l'inverse, parce que cette configuration-là, que résume encore une fois ce premier plan ici, est d'une extrême, enfin, il signe d'une extrême générosité, c'est-à-dire d'une extrême attention à celui qui écoute et qui regarde. Le fait qu'elle lise une lettre, déjà, ici, enfin, juste après le moment où on a coupé, encore une fois, c'est déjà une manière de ne pas être à nu, évidemment. La lettre, c'est déjà une forme. Et tout cet extrait-là, tout ce premier plan, nous renseigne déjà beaucoup sur la question de la place dont je parlais tout à l'heure, à la fois la place d'Ackerman et la place du spectateur. Alors j'en viens à la lettre. Le fait qu'elle lise une lettre, donc, est significatif. D'abord, la lettre comme motif est très, très, très récurrente dans les films d'Ackerman. C'est un motif de fiction récurrent. Pour reparler de Golden 80s, dans Golden 80s, une fille se lamente parce qu'elle attend fébrilement les lettres que l'homme qu'elle aime doit lui envoyer du Canada. Et puis on comprend évidemment petit à petit qu'elle est condamnée à habiter avec les lettres et que l'homme en question ne reviendra jamais. Dans Je tue, il, elle, qui est le premier long-métrage magnifique d'Ackerman, il y a un très long temps comme ça dans lequel le personnage, qui est joué par Ackerman elle-même, écrit des lettres à la femme qu'elle aime et n'en finit pas de les écrire et de ne pas réussir à les finir. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que cette lettre plutôt, parce que c'est une lettre qu'elle n'arrive pas à finir, finit vraiment presque comme un élément du décor. Elle dépose au sol, comme ça, dans un appartement presque nu, on va le voir tout à l'heure, elle dépose au sol les différentes pages de la lettre, et elle finit par se coucher dessus, ou dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que ce sont très littéralement des lettres habitées. Vous voyez, la lettre comme forme, c'est quelque chose qu'on habite déjà, exactement comme on habite un plan, comme on va le voir un peu plus loin. Je pense aussi à un film qui s'appelle Letters Home, qui est un très beau film, alors qui est une captation, c'est plus qu'une captation évidemment, mais dont le matériau d'origine est une mise en scène de théâtre, qui est l'adaptation de la correspondance entre Sylvia Plath et sa mère. Et Ackerman a filmé ça, et évidemment le titre le suggère, et puis on sait quel est le matériau, c'est une correspondance. Dans les documentaires aussi, les lettres ont une place prépondérante. Dans le film que vous allez voir, j'espère, ou vous avez déjà vu après la séance, la News from Home, puisque News from Home est construit entièrement autour des lettres que la mère de Chantal Ackerman lui envoyait pendant son premier voyage à New York, pendant le premier voyage de Chantal Ackerman à New York, au début des années 70. Ce sont des lettres inquiètes, fébriles, parce que la mère supporte très difficilement l'absence de la fille, et tout le film est rythmé, bercé, même serait le mot, par cette inquiétude-là. Et puis il y a un autre très court film qui s'appelle Lettre d'une cinéaste, qui va avec le cinéma de notre temps, puisque là aussi elle s'interroge, c'est une commande, elle s'interroge sur ce que c'est que d'être une cinéaste. Et le film lui-même nous dit qu'il prend la forme d'une lettre. Alors c'est très significatif, j'insiste, c'est significatif en fait de ce que les images chez Ackerman ont toujours à voir avec les lettres. C'est-à-dire que les lettres, c'est pas seulement un motif, c'est une forme. Au fond, c'est peut-être la forme de son cinéma. C'est quelque chose d'ailleurs que Serge Danet avait très bien vu très tôt, enfin relativement tôt, à l'époque de la sortie de Toute une nuit, en 81 ou 82, j'ai un doute. En commençant un texte, mais vraiment presque sur le mode du jeu de mots comme ça, c'est-à-dire qu'il liste les titres des premiers films d'Ackerman et il dit, Chantal Ackerman nous envoyait régulièrement de ses nouvelles. Elle mettait l'adresse au dos de la lettre, et là il cite le titre complet de Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, Bruxelles. Bon. Je ne sais plus quels autres exemples il prend, mais enfin, l'idée c'est que, en gros, il devinait que dans chacun des titres, il y avait cette idée d'une correspondance entretenue avec le spectateur. Dans Lettre d'une cinéaste que je viens d'évoquer, justement, elle explique qu'elle est devenue cinéaste en dépit de deux choses. Enfin, en dépit, oui. D'abord, d'un désir d'écrire. C'est une des premières choses qu'elle dit dans le film. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Or, moi, je pense qu'Ackerman, par ailleurs, était un grand écrivain. Non seulement en témoignent les livres qu'elle a écrits, et même certains de ses films, je pense à un film comme Jour et Nuit, que je n'évoquerai pas par ailleurs, malheureusement, dans le reste de la conférence. Jour et Nuit, c'est un film dont le texte est absolument sublime. C'est un très beau roman en soi. C'est un très beau film par ailleurs. L'autre chose
contre laquelle, d'une certaine manière, ou en dépit de quoi elle est devenue cinéaste, c'est un interdit religieux, un interdit biblique sur lequel elle est revenue extrêmement souvent, qu'elle a beaucoup ressassé, comme je le disais, et qu'elle évoque donc dans la lettre d'une cinéaste. C'est cet interdit du deuxième commandement qui dit, je crois qu'il ne le dit pas exactement comme ça, mais là je le reprends dans les mots d'Ackerman elle-même, qui reconnaissait volontiers qu'elle le déformait un peu, « Tu ne feras aucune image qui ressemblera à quelque chose qui existe sur Terre ». Son œuvre de cinéaste, donc, a été arrachée à cet interdit. Et pour elle, faire du cinéma, elle l'a dit très souvent, encore une fois, c'était braver cet interdit, mais au fond, puisqu'on le brave, c'est s'obliger à faire en sorte tout de même, déjà de le garder en tête, cet interdit, et puis de refuser quand même l'idolâtrie, puisque c'est l'objet de cet interdit biblique. Alors comment faire ? La réponse d'Ackerman est à l'origine de cette morale de cinéaste que j'évoquais tout à l'heure. Il faut filmer en face, disait-elle. Et là, j'en reviens évidemment au plan que vous venez de voir. Filmer en face, c'est-à-dire faire en sorte que le spectateur se sente constamment exister face à l'image. Pour le dire encore autrement, et là encore dans les mots d'Ackerman, qu'il ne puisse s'oublier, qu'il ne puisse pas s'oublier dans la fascination pour les images. Et Dieu sait que les films d'Ackerman sont fascinants. Néanmoins, voilà la direction morale de ces films. Que le spectateur ne puisse pas oublier sa place face à l'image. C'est-à-dire, pour le résumer encore autrement, Ackerman n'a eu de cesse de faire des films adressés. Donc des films comme des lettres. On va voir un deuxième extrait, qui est un extrait de Dest, donc un film qui date de 1993, qu'on doit considérer comme un documentaire, si on veut absolument s'en tenir aux catégories. Pour résumer en 2 mots son geste, alors là c'est vraiment typiquement un de ces films dans lesquels elle cherche, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où s'annonce ou se confirme la chute du bloc soviétique, Ackerman décide de filmer justement un monde en train de disparaître et part de Bruxelles, passe par l'Allemagne et puis va suivre tout un chemin comme ça en direction de la Russie, et puis collecte au fur et à mesure de son voyage des images, sans but avoué, comme elle le disait. Alors le film est assez proche dans son principe, et même plastiquement, de News from Home, qui va passer tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un geste de collecte presque photographique. Et il va de soi que quand je dis photographique, ce n'est pas du tout une manière de dire que ce n'est pas du cinéma. Simplement, il est photographique au sens où il retrouve la pureté et alors la frontalité, on y revient, de ce qu'étaient les premières vues lumière, par exemple. C'est très, très frappant. C'est-à-dire que c'est une suite de blocs, pour une bonne part des plans fixes, pour une autre part des travelling qui sont absolument sublimes dans Dest, sur des paysages, sur des corps, sur des visages croisés pendant ce long travelling, parce qu'au fond, le voyage lui-même a été comme une sorte de long travelling, une sorte de longue dérive, au fond. Je vais vous passer un extrait relativement court de Dest, notamment pour un plan vous allez voir, qui est au cœur de cet extrait-là. C'est donc l'extrait numéro 2, s'il vous plaît. Jeszcze raz, jeszcze raz.
Bon, évidemment, il va de soi que pour pouvoir faire une conférence comme ça, on se sert d'extraits qui sont des copies. Vous imaginez bien, pardon, en pleine évidence, mais que le film est, que vous avez un aperçu très réduit de la beauté du film et qu'il faudra découvrir en salle si vous n'avez jamais vu. Alors, évidemment, le plan, vous l'avez peut-être deviné, le plan qui m'intéressait particulièrement ici, c'est ce regard caméra absolument sidérant de cette femme devant un rideau qui est balayé par un air très léger comme ça, et puis ce décor qui est à la fois, encore une fois, c'est un plan documentaire et c'est un plan qui a quelque chose de complètement irréel. C'est cette intensité-là que je voulais vous faire partager aussi comme un point de départ pour réfléchir sur les films, parce que, alors évidemment, c'est pour ça aussi que j'ai pas pris simplement le plan, parce qu'il s'agissait de le voir surgir aussi. C'est que, vous voyez, au sujet de Dest et de cette longue dérive à l'Est, Ackerman évoquait un regard de passage pour parler de sa façon de filmer, de regarder justement tous ces lieux et tous ces gens. Un regard de passage, ce qui à la fois définit très bien la nature de son geste, cette dérive dont je parlais tout à l'heure, et en même temps, et presque paradoxalement, c'est un regard de passage, mais alors c'est vraiment l'inverse d'une nonchalance, c'est-à-dire c'est un regard de passage qui n'en finit pas d'être saisi très très intensément par ce qu'il voit. C'est-à-dire que c'est une dérive, oui, mais c'est une dérive qui est tenue par un engagement constant du regard du spectateur. Et on en revient à l'adresse que j'évoquais tout à l'heure. Des regards caméra, j'aurais pu en choisir d'autres. Il y en a beaucoup dans l'œuvre d'Ackerman. D'ailleurs, vous allez en trouver quelques-uns dans les extraits suivants sur d'autres sujets. Il y en a un tout aussi bouleversant dans News from Home. On passe un très long moment dans une rame de métro. Et puis évidemment, Ackerman filme, enfin, en l'occurrence, c'est Babette Mangold, qui est sa chef opératrice à l'époque, avec elle, dans plein milieu du wagon, comme ça, et donc les gens se voient étant filmés, puis on devine qu'aucune autorisation ne leur est demandée. Et à un moment, un homme se plante vraiment au milieu de la rame et regarde en direction de la caméra. Et on comprend très bien les raisons concrètes, triviales, pour lesquelles il regarde, sauf qu'il se passe autre chose. Il se passe quelque chose qui désigne précisément ce qu'Ackerman évoque quand elle dit que le spectateur doit être face à l'image. Voilà. Ce qui est aussi troublant dans ces plans-là, c'est que ce sont, en fait, vous voyez, ces regards caméra. Il y en a un comme ça dans Hôtel Monterrey, qui est un de ses premiers films aussi. Alors Hôtel Monterrey, c'est une sorte de dérive aussi, mais une dérive verticale cette fois. On est dans un hôtel pour nécessiteux à New York. C'est un film muet en 16 mm. Et on gravit petit à petit les étages, enfin on gravit, on prend l'ascenseur, vous imaginez bien, les étages comme ça, et à chaque fois on filme un petit peu et on passe devant les chambres et on voit les occupants de l'hôtel dans leur chambre, et puis parfois on s'arrête, et à un moment on s'arrête dans la chambre face à un homme en nœud papillon d'un certain âge, sur lequel on ne sait rien évidemment, et qui nous regarde. Je dis qui nous regarde parce qu'évidemment c'est plus qu'un regard caméra, c'est nous qui le regarde à ce moment-là, c'est cet engagement que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ces regards caméra sont vraiment la pointe extrême, la pointe la plus sensible de cette adresse que j'évoquais tout à l'heure. Mais au fond, tous les plans autour de ces plans-là sont tenus par le même engagement. Le rapport au temps dans les films d'Ackerman, j'y reviens parce que c'est lié, c'est un rapport flottant. Je parlais d'une dérive tout à l'heure, et quand je dis flottant, là encore, j'emprunte un mot qu'employait souvent Ackerman, notamment quand elle parlait du montage. Elle disait que pour être disponible au montage, pour être disponible à ce que nécessite le montage, il faut être, disait-elle, dans un ressenti flottant. Vous allez retrouver d'ailleurs ce mot, ce terme flottant, dans un extrait plus loin. C'est un rapport flottant, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un rapport très attentif. C'est un rapport, par ailleurs, qui engage, mais qui n'a rien à voir avec une quelconque forme d'endurance. Et d'ailleurs, quand on ne connaît pas les films d'Ackerman, d'ailleurs, en fait, non, quand on les connaît aussi, on a tendance, pour les résumer à quelqu'un qui ne les aurait pas vus, à en faire une caricature qui est, moi le premier, encore une fois, à faire une caricature qui est particulièrement injuste. C'est-à-dire, quand on parle de Jeanne Dielman, par exemple, parce qu'on commence toujours par parler de Jeanne Dielman, c'est un film qui dure à peu près 3h30, dans lequel on suit, alors pas en temps réel, comme on a souvent dit, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais on suit en tout cas, sur des durées comme ça très longues, le quotidien domestique d'une femme veuve chez elle, qui a un fils qu'on ne voit pas très souvent dans le film. Donc on la voit s'occuper à toutes ses tâches ménagères avec une régularité métronomique. Et évidemment, quand on décrit ça, même quand on aime passionnellement le film, on a tendance à être tenté par cette manière de l'écrire en disant c'est un film dans lequel on voit une femme éplucher des patates pendant 10 minutes. Bon. C'est très étonnant parce que même quand on aime le film, en disant ça, on a l'impression qu'on voudrait en dégoûter les autres. C'est pas le cas évidemment, mais au fond, c'est pas comme ça que fonctionne l'attention du spectateur face à ce film-là. C'est-à-dire que vous mettez n'importe qui face à ce film-là, la personne en question se retrouvera captive immédiatement, c'est-à-dire hypnotisée exactement comme vous l'avez peut-être été, même si ça marche mieux devant le film évidemment, par le plan
de cette femme ici est dans la même situation d'attention extrême, c'est-à-dire cet engagement du spectateur requis par les films fait qu'évidemment, on a une attention décuplée aux détails. Par exemple, ici, ce détail complètement bouleversant de la feuille que tient très très serrée dans sa main cette femme. On se demande ce que c'est que cette feuille. On peut deviner pourquoi elle a la main serrée dessus. On voit bien qu'elle n'est pas très à l'aise devant la caméra. Pourquoi quel est ce lieu? Pourquoi cette disposition-là? Bon, les questions vraiment affleurent très très vite face à ces plans-là. Et face à Jeanne Dielman, encore une fois, on n'est pas du tout dans ce rapport d'endurance que parfois demandent certains cinéastes, certains grands cinéastes, et qui sont des cinéastes de la durée, justement, et qui vous emprisonnent un peu, souvent pour de bonnes raisons, parce qu'il faut rester emprisonné un peu longtemps dans ce temps long pour pouvoir accéder à quelque chose qu'ils veulent nous donner. Ackerman, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas du tout d'endurance face à ces films, donc il n'y a pas de souffrance du tout. Je voudrais la citer encore une fois, au sujet de Jeanne Dielman, justement. Et c'est pas, disait-elle, parce qu'on a déjà vu quelque chose qu'il ne faut pas prendre le temps de le voir. Pardon, je reprends. Et c'est pas parce qu'on a déjà vu quelque chose qu'il ne faut pas prendre le temps de voir encore. Au contraire, sans doute. Tout le monde a déjà vu une femme dans une cuisine. À force de la voir, on l'oublie de la regarder. Quand on montre quelque chose que tout le monde a déjà vu, c'est peut-être à ce moment-là qu'on voit pour la première fois. Une femme de dos qui épluche des pommes de terre, Delphine, donc Delphine Seyrig qui joue Jeanne Dielman, ma mère, la vôtre, vous-même. Je reviens à ce que disait plutôt à ma citation de Boltanski tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il avait en tête. Jeanne Dielman, c'est un film, évidemment la postérité du film, qui est juste par ailleurs, c'est que c'est un film sur une aliénation domestique, c'est que c'est un film qui, à ce titre, est un film puissamment féministe, tout ça est vrai, bien sûr, mais vous voyez, sur la façon dont l'histoire personnelle revient toujours par la bande, enfin là, c'est pas par la bande, parce que c'est le point de départ, c'est un film qui se nourrit des souvenirs d'enfance d'Ackerman, des souvenirs de sa mère faisant la cuisine, des souvenirs de ses tantes faisant la cuisine. Bon. Cette forme spécifique d'hypnose, donc, tient au fait que chez Ackerman, et c'est à peu près ce qu'elle dit dans cette citation, on a très souvent le sentiment qu'on regarde les choses pour la première fois. Voilà, qu'on regarde pour la première fois, et c'était l'ambition de Jeanne Dielman, de nous montrer quelque chose qu'on ne savait plus voir. On regarde pour la première fois une femme en train d'éplucher des pommes de terre ou de faire la vaisselle. On regarde pour la première fois quelqu'un qui se tient face à nous et qui nous regarde, comme ici dans l'extrait de Dest. Autrement dit, pour pousser un tout petit peu, mais à raison, l'idée, il y a cette idée chez Ackerman que le monde recommence à chaque fois devant sa caméra, pour le spectateur. Et là, on est vraiment au cœur de l'enjeu principal de sa mise en scène, c'est-à-dire que permettre au spectateur d'exister face à l'image, lui permettre d'habiter une image, ça veut toujours dire commencer par construire, inventer, délimiter le monde qu'on va lui donner à habiter. Autrement dit, le temps, puisque c'est notre fil rouge, le temps, c'est ce qui permet d'inventer de l'espace. C'est ce qui permet de donner à habiter. À ce sujet, je voudrais qu'on voit un autre extrait, un double extrait en vérité, un peu plus long, puisé au début et à la fin de son œuvre. Une scène venue de Je tue, il, elle, donc, qui date de 1975, qui est son premier long métrage. Une autre qui vient de Là-bas, qui est un de ses derniers films, qui est un... Alors là, documentaire, c'est particulièrement compliqué, mais disons un documentaire, tourné en Israël en 2006. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur les films, sinon que j'ai choisi de les accoler parce que ce sont des films qui, aux deux bouts de l'œuvre, contiennent vraiment ce qui me semble être un art poétique. C'est-à-dire ce sont des films qui résument ce qu'est pour le coup, ce qu'est le rapport d'Ackerman au cinéma et ce qu'est très précisément le geste de cinéma d'Ackerman face au monde. Voilà, donc c'est l'extrait numéro 3. Et je suis partie. Une toute petite chambre blanche, au ras du sol, étroite comme un couloir, où je reste immobile, attentive et couchée sur mon matelas. J'ai peint les meubles en bleu le premier jour.
Je les ai repeints en vert le deuxième jour. Le troisième jour, je les ai mis dans le couloir. Et le quatrième, je me suis couchée sur le matelas. Vide, la pièce est grande, je trouve. Je ne me sens pas appartenir, et cela sans vraie souffrance ni orgueil. L'orgueil, cela arrive, mais non. Je suis déconnectée de presque tout. J'ai quelques points d'ancrage, et parfois je les lâche ou ils me lâchent, et je flotte à la dérive. Ça, c'est la plupart du temps. Parfois je m'accroche, pour quelques jours, minutes, secondes, puis je lâche à nouveau. Je regarde à peine, j'entends à peine, semi-aveugle, semi-sourde, je flotte. Parfois je coule, mais pas tout à fait. Quelque chose, parfois un détail, me fait remonter à la surface où je recommence à flotter. Alors, je vais regrouper ces deux extraits parce que, d'une part, pour une raison un peu parallèle, mais je trouve important de vous donner à entendre la voix d'Ackerman aux deux extrêmes de son œuvre. Et par ailleurs, ce sont deux films, comme je le disais, qui pour moi, relèvent d'un art poétique à chaque fois, c'est-à-dire que ce sont deux films qui posent la question d'habiter à la fois de manière très
très concrète, habiter un lieu, habiter dans les deux cas un appartement, et en même temps la question d'habiter le cadre, c'est-à-dire en fait faire un cadre. Faire un cadre, ça a à voir avec ça, ça a toujours à voir avec l'idée d'habiter chez Ackerman. Je vais commencer par là-bas justement. Pour vous expliquer un petit peu comment s'est mis en route ce film, son producteur, après donc qu'Ackerman a réalisé un certain nombre de documentaires avec lui, lui propose d'aller faire un film en Israël, sur Israël. Et Ackerman se dit, Chantal Ackerman, cinéaste juive, qui a beaucoup interrogé son identité juive dans ses films, qui va faire un film sur Israël, c'est un peu lourd, je reprends ces termes, comme ça qu'elle en parlait. Et puis, finalement, elle va quand même en Israël pour une autre raison, pour un festival, et elle explique qu'elle a pris sa caméra dans cet appartement et qu'elle s'est mise à filmer comme ça, sans vraiment réfléchir, à travers donc, ses fenêtres, avec ses stores de paille baissés. Elle dit « Et soudain, j'ai vu un plan ». Et cette phrase-là, il faut s'y arrêter parce qu'elle résume beaucoup de choses. « Soudain, j'ai vu un plan ». Qu'est-ce que ça veut dire trouver soudain un plan quand on est dans le cinéma d'Ackerman? C'est là qu'on rejoint la question d'habiter, justement. Mais d'abord, je reviens aux mots que vous avez entendus là, ou plutôt à ceux que vous n'avez pas entendus après. Elle parle un tout petit peu plus loin de son rapport au réel. Elle dit que son rapport au réel a été abîmé. Elle dit qu'elle ne sait pas comment vivre. C'est un film qui touche très littéralement à la question de son rapport au monde, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et notamment en repassant par un souvenir d'enfance, c'est-à-dire qu'être face à ses fenêtres et voir la vie des voisins en face à travers. Alors vous voyez évidemment la composition extraordinaire de ce plan, la façon dont soudain cette vie s'anime, vraiment de petits personnages presque comme des pantins qui sont simplement les voisins d'en face. Je ne sais plus qui, d'ailleurs, dans quel texte, disait qu'avec ce qu'elle trouve de matière dans l'image, avec les stores de paille, on était presque chez Nicolas de Stel, ce qui me semble très juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une composition de peintre ici. Et elle se remémore un souvenir d'enfance. En gros, elle explique que justement, quand elle était petite à Bruxelles, sa mère, qui était très inquiète pour elle, c'est le sujet de News from Home, ne la laissait pas aller jouer avec les enfants dans la rue dehors. Et elle dit ça parce qu'elle dit, si on avait été en Israël à ce moment-là, je pense qu'elle m'aurait laissé jouer dans la rue parce qu'elle aurait eu moins peur. Mais en se remémorant ce souvenir, elle nous parle aussi du plan qu'elle est en train de tourner. C'est-à-dire que ça a à voir avec son rapport au monde. Son rapport au monde, c'est Chantal Ackerman, enfant, qui regarde par la fenêtre les autres enfants en train de jouer au ballon parce qu'elle-même ne peut pas aller jouer au ballon. Et ce rapport-là, évidemment, c'est déjà du cinéma. La fenêtre, c'est une évidence, la fenêtre, c'est un cadre. Et c'est ce qui est en jeu ici aussi. Raymond Bellour, dans un très beau texte sur le film, qui me semblait être vraiment un des grands textes qui a été écrit sur son œuvre, dit c'est un des films, selon lui, devant lequel on se sent le plus au cinéma. Ce qui pourrait paraître presque un peu provocateur, parce que c'est un film, alors j'aurais dû commencer par ça, mais c'est un film qui, pour l'essentiel, se passe dans cet appartement. Il y a quelques moments où Ackerman sort et va à la plage à côté. La mer, on aura l'occasion d'y revenir. Mais enfin, la plupart des plans sont tournés à l'intérieur de l'appartement. Donc Ackerman était censé faire un film sur Israël et elle fait un film à l'intérieur d'un appartement. Alors est-ce que pour autant c'est simplement un film sur la claustration, sur un sentiment? Non, c'est plus que ça. Comme je vous le disais, c'est un film qui touche très littéralement à la question de son rapport au monde. Et ce qu'elle dit justement un peu après, c'est la chose suivante. Tout cela, donc quand elle parle de ce qu'elle considère comme une difficulté à vivre, à avoir un rapport réel, elle dit tout cela a à voir avec cela, avec Israël ou pas Israël. Bien sûr, pas un Israël réel, avec un Israël où, tout d'un coup, j'appartiendrai. Et encore un peu plus loin, elle dit ça, elle dit s'enraciner dans l'espace, ça, j'arrive à comprendre. Autrement dit, évidemment, il ne s'agit pas le film est tourné en Israël, mais il s'agit d'Israël comme une idée, disons, comme cette idée qu'on pourrait nommer Israël, d'appartenir quelque part, de se sentir ancré, comme elle le dit, autrement dit, de cesser de dériver, et donc de pouvoir habiter. Là-bas, de ce point de vue-là, c'est un film qui a à la fois quelque chose d'assez désespéré et en même temps de très confiant. C'est un film qui est désespéré parce que le texte, ce que vous avez entendu, la voix d'Ackerman nous dit qu'elle ne croit plus à la possibilité d'un ancrage. Elle nous parle d'une dérive contre laquelle elle ne peut plus rien. Et les films suivants continueront d'en parler. Et en même temps confiant, d'une certaine manière, parce qu'en réduisant à ce point-là les possibilités je ne vais pas dire du cinéma, parce que comme le dit Bellour, on est vraiment absolument dans le cinéma, mais disons, en réduisant à ce point-là ce qu'elle filme, en ne filmant plus que depuis un appartement, une fenêtre, elle nous dit que la mise en scène en soi, c'est le signe d'un ancrage possible, mais alors d'un ancrage dans le plan. Un ancrage permis par le cinéma. Et je pense qu'au fond, c'est comme ça qu'il faut entendre ce que dit Bellour dans son texte. Un plan sur une fenêtre suffit à faire naître du cinéma, puisqu'on peut le construire en sorte qu'il soit habitable. Et c'est ça, trouver un plan.
quand elle dit « et soudain, j'ai vu un plan ». Dans le documentaire, excusez-moi, qui a tourné Marianne Lambert il y a quelques années, avec la participation d'Ackerman au sujet de son œuvre, donc, qui s'appelle, je crois qu'il passe d'ailleurs dans la rétro, qui s'appelle « I don't belong anywhere ». D'ailleurs, vous voyez le titre, vous fait retrouver cette idée-là. Il y a un très beau moment comme ça au montage justement où Ackerman est avec Claire Atherton en train de monter No Home Movie, son dernier film, et c'est Claire Atherton qui parle à ce moment-là de cette question-là, qu'est-ce que c'est que trouver un plan? Et elle dit il faudrait montrer dans les écoles de cinéma les rushs de No Home Movie. No Home Movie, c'est un film qu'elle tourne toute seule avec une petite caméra chez sa mère, dans l'appartement de sa mère qui est sur le point de mourir, et donc elle pose la caméra sur un meuble pour faire son cadre. Bon, elle n'a pas d'équipe. Et à ce moment-là, Marianne Lambert, dans le documentariste, choisit de montrer effectivement ces rushs-là, dans un souci pédagogique plutôt bienvenu, parce qu'effectivement, on comprend soudain ce que ça veut dire trouver un plan. C'est-à-dire qu'on sent la caméra sur une table, et puis on l'entend qui tire la table, alors la table racle le parquet, comme ça, tout ça, et puis on ne comprend pas quand est-ce qu'on va finir par avoir une image, tout simplement. Et soudain, effectivement, exactement comme le décrit Claire Atherton, soudain, il y a un plan. Alors un plan, ça ne veut pas dire une belle image, ça ne veut pas simplement dire une image bien composée, ça veut dire littéralement un plan habitable. C'est-à-dire, on est chez quelqu'un, mais soudain, nous-mêmes, spectateurs, pouvons habiter l'image à cet endroit-là. Au fond, ce que nous dit là-bas, c'est que si le monde n'est pas habitable, on peut au moins habiter son regard sur le monde. Comme un enfant, donc, regardant le monde à travers la fenêtre derrière laquelle il est condamné à rester. D'où la force, justement, de cette anecdote sur la fenêtre d'enfance. C'est vraiment l'idée que si le monde est interdit, alors au moins on peut s'installer dans ce regard. Au fond, ce que raconte Ackerman ici, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la naissance du cinéma. C'est la naissance d'un regard qu'on peut habiter, c'est d'une certaine manière la naissance du cinéma. Et j'en reviens du coup à Je tue, il, elle. Je tue, il, elle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un film qui est divisé en 3 temps. Dans un premier temps, donc c'est celui-ci, le personnage est seul. On comprend qu'en fait, elle a fui une relation amoureuse, elle se retrouve là, elle écrit donc une longue lettre d'amour. Mais avant tout, elle, comme vous avez commencé de le voir ici, malheureusement j'ai dû couper en plein milieu d'un plan, ce qui ne se fait pas, mais il était un peu long. Quand vous la voyez pousser la table comme ça, comme un forçat, en fait c'est exactement ce que je viens de vous décrire pour No Home Movie. Sauf que ce qui se passe ici, qui est quand même très rare au cinéma, c'est que ce que vous voyez, c'est pas seulement un personnage qui pousse des meubles, c'est un cinéaste qui, de l'intérieur même de son propre film, est en train de faire un plan en fabriquant son décor. C'est-à-dire qu'il est en train de se demander comment habiter ce décor-là. C'est pour ça que je disais que c'est un art poétique, au fond. Parce que, et vous voyez, là, le regard caméra, je vous avais dit qu'il y en aurait d'autres. Il est d'une intensité totale. Et c'est vraiment le regard caméra aussi d'une jeune cinéaste qui nous dit, voilà, je vous explique, le film s'appelle Je tue, il, elle, je, cinéaste, vous explique ce que c'est pour moi qu'un plan de cinéma et comment je vais m'y prendre. Et puis, je vous disais tout à l'heure que rendre un plan habitable, ça veut dire faire naître un monde, fabriquer un monde. Ça me semble très évident ici, puisque vous avez entendu... Puis ça continue évidemment après. Elle nous dit, le premier jour, j'ai fait ça. Le deuxième jour... Alors vous avez vu, il y a un décalage. On ne voit pas à l'image ce qu'elle est en train de nous dire. Il y a un temps de retard. On a l'impression que c'est une activité purement mentale, comme ça. Mais on entend le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. C'est une genèse, c'est un récit génésiaque. C'est vraiment la naissance d'un monde. Et il y a un autre film comme ça qui s'appelle L'homme à la valise, qui est un film beaucoup moins connu, mais très beau, assez burlesque, un film qu'elle a tourné pour la télévision dans les années 80, dans lequel elle joue là aussi. Qui raconte en gros l'histoire de Chantal Akerman, cinéaste, qui rentre chez elle après quelques semaines d'absence, et entre-temps elle avait prêté son appartement à un ami, et quand elle arrive, elle s'attend à trouver l'appartement libéré, or non, l'ami est toujours là, et c'est une catastrophe pour elle, parce qu'elle a prévu d'écrire un scénario, en l'occurrence celui de Golden 80s, on est à ce moment-là, et elle ne supporte pas la présence de l'ami, que par ailleurs elle n'ose pas virer. Bon. Et le film, c'est le récit, donc encore une fois assez burlesque, de cette obsession totale, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à travailler, il y a la place dans l'appartement pour deux, mais elle ne peut pas à cause de la présence de l'autre. Et du coup, sa première réaction, c'est d'essayer de tout déplacer, c'est-à-dire exactement comme au début de Je tue, il, elle, c'est-à-dire de refabriquer un monde pour elle à l'intérieur d'un monde détruit, c'est-à-dire à l'intérieur de son ancien appartement qu'elle ne peut plus habiter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, il y a le même décompte. Le premier jour, le deuxième jour, puis elle lui demande à l'intrus de l'aider à déplacer les meubles et à refabriquer une chambre, etc. Et à un moment, il y a cette phrase que je me suis permis d'utiliser pour le titre du livre, le 7e jour, Dieu se reposa, mais pas nous. Et j'avais choisi ce carton, c'est un carton dans le film, je trouve magnifique, mais surtout parce qu'il nous dit bien que chez Ackerman, il ne peut pas y avoir de repos à ce sujet-là. Je pense qu'il faut l'entendre dans toute sa résonance, ce carton. Il ne peut pas y avoir de repos parce qu'il faut toujours recommencer à habiter. Il faut toujours retrouver les moyens d'habiter une chambre, comme ici, d'habiter un cadre, puisqu'encore une fois, c'est toujours de ça qu'il est question. Je pourrais évoquer un autre film qui s'appelle Le Déménagement, que je vous invite à venir voir, un très beau film avec Sami Frey,
C'est un plan, un seul plan sur Sami Frey qui raconte, enfin son personnage qui raconte qu'il a déménagé. Bon. Et au début du film, il fait quelque chose qui est très typique là aussi d'Ackerman. Il vient d'arriver dans cet appartement, il se demande s'il a bien fait. Vous voyez, on n'en finit pas de déménager. D'ailleurs, elle a fait un film qui s'appelle Demain on déménage, hein, où on n'en finit pas de déménager là encore. Donc de recommencer à habiter. Et en fait, il se demande si la pièce depuis laquelle il nous parle est rectangulaire ou bien carrée. Et donc pour le savoir, il compte ses pas. Vous voyez, l'horizontale, la verticale, bref, et il finit par comprendre que la pièce est rectangulaire. Ce que nous dit là-bas, j'en reviens à là-bas, c'est que ce fameux rapport au monde avec lequel on a commencé via Cinéma de notre temps, c'est pour ça qu'en tout cas dans le Cinéma de notre temps, quand elle dit parler de ses films, c'est parler de son rapport au monde, c'est pas simplement au sens un peu convenu qui voudrait que tout film témoigne évidemment pour le rapport au monde de son auteur. C'est un peu plus que ça chez Ackerman. C'est vraiment l'idée que, et c'est ce que nous dit là-bas, que le cinéma est son rapport au monde de ce point de vue-là. Maintenant, je voudrais insister sur le son, parce qu'il me semble, bon, il en a été question dans beaucoup de textes, mais enfin quand même, il me semble que c'est pas un des aspects sur lesquels on insiste le plus chez Ackerman, alors que pour moi, c'est vraiment un des aspects les plus admirables de son œuvre, parce que construire un espace, ça n'est pas qu'affaire de temps, ça n'est pas qu'affaire de cadre, ça n'est pas qu'affaire de décor, c'est beaucoup affaire de son chez Ackerman. Je voudrais vous montrer d'autres extraits, mais d'abord, juste revenir très rapidement sur les deux que vous venez de voir et d'entendre, parce que dans les deux cas, vous avez entendu un son qui est absolument typique des films d'Ackerman, c'est le son du dehors, mais perçu depuis le dedans, évidemment. On pourrait même, sans exagérer, je pense, dire qu'il n'y a de dehors possible chez Ackerman que dedans, c'est-à-dire perçu depuis le dedans. Et je reviens à l'image de l'enfant à sa fenêtre. Et vous pourriez me dire, oui, mais elle a tourné beaucoup de films en extérieur. Oui, mais ces films en extérieur, elle les a tournés dedans, c'est-à-dire en considérant le dehors comme un dedans. Ça peut vous paraître un peu énigmatique, mais vous allez le comprendre avec l'extrait de Toute une nuit tout à l'heure. En tout cas, il y avait ce souci-là de metteur en scène, de faire en sorte que l'extérieur reste un intérieur, vous allez voir. Ce que vous avez entendu ici, c'est quoi? C'est la rumeur, la voix, j'ai envie de dire, des voitures dehors. Ça, on l'entend très, très, très souvent chez Ackerman. Et au fond, quand je vous dis le son construit, c'est vraiment très littéral. Le son, l'espace intérieur, celui de la jeune femme de Je tue Hillel, tient vraiment, presque physiquement, par ce son du dehors. Et d'ailleurs, un plan très récurrent chez Ackerman montre un personnage, souvent un personnage féminin, je pense au Rendez-vous d'Anna par exemple, à La Captive, qui est passé hier soir, un personnage féminin qui ouvre une fenêtre, ou dans L'homme à la valise, justement. Bon, cette idée vraiment du point de contact entre l'intérieur et l'extérieur, c'est un des sites privilégiés par les films d'Ackerman, forcément. Alors, je vais vous montrer cette série d'extraits, il y en a 4 cette fois, au sujet du son, et au sujet d'un son en particulier qui me semble passionnant chez Ackerman, c'est celui des pas. C'est le son, le bruit que font les chaussures, et particulièrement celles des femmes, donc particulièrement les talons des femmes chez Ackerman, sur le bitume, sur le carrelage ou sur le marbre d'une galerie marchande dans Golden 80s. J'ai choisi 4 extraits. Le premier, c'est d'Est, à nouveau. Le deuxième, c'est Toute une nuit, donc, qui date du début des années 80. Puis Golden 80s, et enfin News from Home. C'est l'extrait numéro 4.
Mademoiselle, Oui? ce chemisier me plaît. Mais quel tissu, pire qu'un sac. Et en plus, il rétrécit au lavage. Je vais quand même l'essayer. Il faut que mademoiselle Mado l'essaye. On fera les retouches sur elle. Bon, va vite chercher Mado, s'il te plaît. Mais ma cliente, je m'en sors pas, elle est si difficile. Va vite chercher Mado, je m'en occupe. Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est trop petit. Mais cette taille va à tout le monde. Pas à moi. Mais on porte petit cette année, madame. C'est toi? Bah, qui tu veux que ce soit d'autre? Mais tu es là? Ah oui. En voilà une surprise. Oui, n'est-ce pas? Oh, tu es venu. Jamais je croyais te revoir. Ma très chère petite fille, je viens de recevoir ta lettre tant attendue et je suis contente pour toi que tu aies terminé ton travail et que tu aimes tant New York. Quand je dis ça aux autres gens, ils s'étonnent. Ils disent tous que c'est un enfer et que c'est inhumain, mais ils ne connaissent peut-être pas vraiment et que peut-être qu'ils ont jugé trop vite. Tu m'écris que tu as déménagé dans un bel appartement. J'espère que ce n'est pas dans un quartier dangereux et que ce n'est pas trop cher. Comment te débrouilles-tu pour lui? Hier dimanche, nous étions invités chez Sonia. Nous étions bien reçus, ils ont été charmants et nous avons passé une très bonne soirée. Il y avait encore d'autres gens que nous ne connaissions pas, ainsi nous avons fait connaissance et nous les avons invités pour ce jeudi, comme ça change un peu. Seulement papa est très fatigué pendant la semaine. Il dort mal la nuit. Il se réveille à 4 heures. Il n'arrive pas à s'endormir. Il a trop de soucis. C'est pour cela que je veux qu'il se distrait. Moi, je vais mieux. Tu vois, si c'est pas l'un, c'est l'autre. On peut jamais être tranquille. Sylviane est vraiment devenue une grande et belle fille. La seule chose, elle a un caractère indolent. Mais peut-être c'est la puberté, et cela va changer plus tard. Sinon, elle sera comme ma sœur Dahlia. Mais je ne crois pas. Depuis 4 jours, c'est la canicule, pourvu que ça ne dure pas trop longtemps. Je t'envoie une photo d'anniversaire de Judith. Ne regarde pas comme un chou dessus, je pose, et tu vois comme Rachel est devenue grande. Je voudrais que tu te fasses aussi photographier, comme tu es maintenant. Enfin, ma chérie, nous t'embrassons tous très fort. Embrasse Sylviane toute la famille, et moi je t'embrasse tendrement, en espérant y être plus vite. Ta maman qui t'aime. Ma petite chérie, j'ai envie de t'embrasser et de te serrer très fort dans mes bras. Enfin. Judith t'a écrit une lettre. J'espère que tu l'as reçue et elle voudrait une réponse encore à son ancienne adresse. Écris-moi aussi, je te demande pour la énième fois si tu as reçu 20 $ dans une lettre il y a un mois. Il faut tout de même que je sache quelque chose, ça m'énerve à la fin. Tu m'écris mais jamais une réponse à ma lettre. Ça devient grinçant. Je compte sur toi cette fois-ci. Vous voyez, pour repartir du premier de Dest, et puis ça vaut pour toute une nuit évidemment. Quand je disais, le bruit n'est pas, le son n'est pas construit de l'espace. Les gens qui marchent chez Ackerman, ce sont des gens qui marchent souvent justement pour, en tout cas pour le bénéfice de la mise en scène, pour construire des lieux. C'est très sensible dans Dest. Le bruit des pas fonctionne presque comme une sonde, c'est-à-dire que c'est un bruit qui fabrique des distances chez Ackerman. Et ça, c'est particulièrement sensible dans Toute une nuit, parce que qu'est-ce qui fait que Toute une nuit est un des plus beaux films qu'on ait jamais tourné sur la nuit, mais sur la nuit vraiment comme objet, comme matière, comme lieu. Il me semble vraiment que tous les cinéastes qui se sont posé la bonne question pour filmer la nuit sont des cinéastes qui ont considéré la nuit comme un lieu. Quand Ackerman filme Toute une nuit, il faut vraiment voir son geste comme celui de Sami Frey dans le film que j'évoquais tout à l'heure, qui compte avec ses pas, qui mesure avec ses pas la taille de son appartement. Ackerman fait le tour de la nuit. Et quand on filme la nuit, quand on veut rendre l'impression de la nuit, c'est quelque chose en fait qui passe beaucoup par le son, plus que par l'image. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, la nuit, en ville, puisque c'est un film qui se passe en ville, on n'entend pas du tout de la même manière que le jour, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à entendre. Donc quand on entend moins de choses dans un espace sonore, on entend plus loin, par exemple. Donc en fait, le rapport sensible et sonore au monde est complètement changé. C'est un film qui est extraordinairement fort là-dessus. Pour vous résumer en 2 mots ce qu'est ce film, parce que je disais tout à l'heure, elle a fait peut-être plus de comédie musicale que n'en comptent les manuels ou les catalogues de ces films. Toute une nuit, c'est un film qu'elle a fait dans l'attente d'une comédie musicale qu'elle devait tourner, qui finalement aurait été Golden 80s, qui devait s'appeler à l'époque La Galerie.
Mais c'est intéressant parce que Toute une nuit, c'est un film dans lequel il y a un peu de musique, mais c'est pas une comédie musicale a priori, et néanmoins c'en est une à sa manière, puisque vous l'avez vu ici, d'abord c'est un film qui est infiniment chorégraphique, c'est un film qui est très explicitement inspiré de Pina Bausch, et par ailleurs, c'est pas forcément l'extrait le plus sensible pour le voir, mais enfin à l'échelle du film c'est très flagrant. Et par ailleurs, c'est un film dans lequel on pourrait considérer que c'est une comédie musicale finalement, mais sans musique, puisque ce sont tous ces sons de la ville, le son du claquement des talons, encore une fois, sur le sol, qui fournissent la partition du film. Et ce qui est très beau ici, et c'est quelque chose, encore une fois, qui se prolonge dans l'extrait de Golden 80s, c'est l'idée que le bruit des pas fabrique de l'espace, mais le bruit des pas fabrique aussi des personnages, au sens où il fabrique les affects des personnages. Toute une nuit, c'est un film dans lequel il y a à peu près 80 personnages qui se croisent dans la nuit, qui se rencontrent, qui s'aiment, qui se retrouvent, qui se séparent, qui se retrouvent. C'est une suite, c'est une collection de gestes. Comme ça, il y a très peu de dialogue. Alors, d'une manière générale, vous aurez remarqué que je choisis des extraits dans lesquels il y a peu de dialogue, parce que je voulais insister sur des motifs. Néanmoins, il y a des films d'Ackerman très, très bavards. Il ne faudrait pas que ça vous donne une fausse impression. Mais, pardon. Dans Golden 80s, vous voyez, l'idée est très clairement révélée, puisque l'amoureux ne reconnaît son amoureuse que grâce au bruit de ses talons, alors même qu'il a déjà entendu sa voix. En plus, c'est la voix de Fanny Cotenson. A priori, elle est à la fois très belle et très identifiable, cette voix-là. Il ne la reconnaît pas grâce à sa voix, il la reconnaît quand elle martèle le sol avec ses chaussures comme Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Et puis, c'est presque un tour de magie aussi, puisqu'elle fait apparaître... et elle apparaît au moment de ses coups sur le sol. Et alors, le dernier extrait... Et puis d'ailleurs, Golden 80s commence sur un générique, tout de même, il faut le préciser, qui est un plan fixe sur une portion de sol en marbre dans la galerie marchande. C'est un film qui se passe dans une galerie marchande. Et tout ce qu'on voit pendant le générique, au rythme de la musique, ce sont des jambes, des chaussures de femmes qui n'en finissent pas de traverser le plan dans tous les sens, en diagonale, comme ça. Donc il y a vraiment l'idée d'un monde qui se construit littéralement dès le premier plan par le biais de ce geste-là, c'est-à-dire les talons féminins qui martèlent le sol. Et j'insistais sur le fait que c'était des talons de femmes, même si bien entendu on entend aussi des hommes marcher, vous imaginez, chez Ackerman, mais parce que c'est une chose sur laquelle ont insisté plusieurs de ses collaboratrices, notamment Aurore Clément, sur le soin qu'elle mettait, et là aussi en gardant à l'esprit des souvenirs de jeunesse, c'est-à-dire en gardant à l'esprit les tenues de sa mère, des thés dansants auxquels elle avait pu aller en compagnie de sa mère, c'est-à-dire cette espèce de goût extrême pour les artifices de la féminité et qui sont rendus dans ces films, et notamment celui-là. Aurore Clément raconte par exemple que pour les rendez-vous d'Anna, elles ont passé des heures, voire des jours, à choisir les escarpins que devait porter le personnage. Pourquoi ? Parce qu'il fallait trouver le bon son. Il fallait trouver le bon son de claquement des talons sur le sol. Donc vous voyez, on revient exactement à la même question. Le dernier extrait, alors, est un peu singulier dans la suite, puisque vous l'aurez peut-être entendu, mais c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite forcément quand on voit News from Home seul, c'est que là, il n'y en a plus des pas. Pourtant, il y a bien des gens qui marchent. Devant ces films qui sont a priori de nature documentaire, comme News from Home ou Dest, parce que Dest joue beaucoup avec le montage son aussi, forcément, l'illusion de la réalité documentaire, de ce qu'on estime trouver comme une réalité documentaire, fait qu'on ne prête pas toujours attention à ça, mais la dimension entêtante, hypnotique, berçante de News from Home tient principalement, il me semble, à ce choix-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend de News from Home ? On entend les bruits de la ville, et on entend la lecture, comme je vous le disais tout à l'heure, par Ackerman, des lettres que lui envoie sa mère. Mais les bruits de la ville ne sont pas ceux du moment de l'enregistrement. Le film est entièrement post-synchronisé. Néanmoins, il y a bel et bien un choix de ne retenir que le flux et le reflux des voitures et de ne pas prendre du tout le bruit des passants. Ce qui est très singulier dans l'expérience de News from Home, c'est que c'est un film qui accole à une voix sans corps, la voix d'Ackerman lisant les lettres de sa mère, et des corps sans voix. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais des voitures, tous les sons chez Ackerman en fonction de voix chez elle. News from Home, d'une certaine manière, c'est un dialogue entre la voix d'Ackerman et la voix des voitures. C'est vraiment comme ça que le film fonctionne. Les talons, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des voix qui parlent à la place des personnages dans Toute une nuit. Et pourquoi ce flottement ? On en arrive au dernier temps de cette conférence. Vous avez entendu à nouveau Ackerman dans l'extrait de là-bas parler d'un flottement. Parfois je flotte, je pars à la dérive, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus de racines. Bon. Ce flottement, on le retrouve déjà ici dans la forme de News from Home. Je voudrais la citer justement, Ackerman, au sujet du film. Les lettres, disait-elle, sont très mêlées à d'autres bruits qui sont travaillés, et les bruits, de plus en plus, on dirait une marée. Les bruits de métro, les bruits de voiture, c'est vraiment le flux et le reflux de la mer.
Il dit aussi, je pense que ce long métrage est une sorte de long métrage voluptueux à cause du bruit, à cause des images, à cause de la couleur. On est assis et cela donne l'impression de rentrer en soi. C'est ça évidemment ce que j'appelais le sentiment océanique avec lequel dont j'ai parlé au tout début de la conférence. Puisque bien sûr, au sujet d'une œuvre qui est travaillée à ce point par la figure de la mer de son auteur, donc Nathalie Ackerman, quand elle dit c'est vraiment le flux et le reflux de la mer, alors même qu'on entend les lettres de la mer, on peut difficilement résister à cette homophonie entre la mer et la mer, d'autant que le film News from Home se termine sur un plan sublime qui doit durer à peu près un quart d'heure, où en fait Ackerman filme depuis le ferry, le Staten Island Ferry, et on voit New York s'éloigner petit à petit dans la brume, on voit Manhattan s'éloigner petit à petit dans la brume. Il y a vraiment l'idée que, alors évidemment, on est sur l'eau, donc on entend la mer, on entend les mouettes. Elle se resservira d'ailleurs de ce son-là pour un autre film. Mais surtout, on a l'impression que Manhattan est littéralement noyé dans l'image, que Manhattan est noyé dans la brume, finalement, parce que tout devient presque monochrome comme ça. Et vous voyez, quand elle dit qu'on a l'impression de rentrer en soi, c'est évidemment cette idée d'un sentiment océanique qui est quelque chose agressif n'est pas le mot, mais vous voyez, c'est vraiment l'idée de quelque chose d'amniotique, de toute évidence. En tout cas, c'est ce que travaille News from Home. La beauté de News from Home passe beaucoup par cette dimension-là. Alors justement, on va rester pour la dernière salve d'extrait et la conclusion sur cette question d'un sentiment océanique, avec une série d'extraits de Jeanne Dielman. J'ai peu parlé de Jeanne Dielman. Je suis parti du principe que c'était un film sinon connu, en tout cas un film que vous irez voir en priorité si vous ne l'avez jamais vu ici. Donc Jeanne Dielman, La Captive, La Folie est le meilleur et No Home Movie. Donc plutôt 3 films, ceux-là qui correspondent à la fin de l'œuvre. C'est l'extrait numéro 5, s'il vous plaît.
vous. Je vous. Je vous. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Il manque un extrait de No Home Movie. Bon, je vais faire sans pour l'instant. J'aimerais bien qu'on le voit. Au pire, je vous le décrirai parce qu'on doit finir dessus. Alors, pardon. Alors, Jeanne Dielman, ça peut paraître... Sur cette question de l'eau, de la mer, de l'océan, Jeanne Dielman pourrait paraître un choix étrange parce que dans les autres, évidemment, c'est évident. Et en même temps... Vous avez vu dans cet extrait-là, il y a parmi les mystères de Jeanne Dielman, il y a ce mystère-là qui est ce reflet bleu clignotant sur le mur et sur le buffet derrière Jeanne, qu'on voit évidemment assez souvent dans le film, puisqu'on passe une bonne partie du film dans ce salon. Qu'est-ce que c'est que ce reflet bleu? Alors, évidemment, l'imagination du spectateur se met en marche. On imagine qu'en face, il y a un néon quelconque, commercial. La vérité, évidemment, c'est que... Enfin, la vérité du tournage, c'est que c'est un effet voulu par Chantal Akerman. Pas du tout de... Vous voyez, c'est pas un parasite dans l'image. Pourquoi Pour le coup, moi, j'ai un regret de ne pas l'avoir demandé à Babette Mangold, qui s'en souvient peut-être, qui était la chef opératrice d'Ackerman sur le film. Mais à la limite, c'est un motif qui est voué qui est livré à l'interprétation du spectateur. Donc on peut y voir beaucoup de choses. Et ça m'a frappé en voyant le film d'avoir le sentiment d'y voir le genre de lumière que projette un phare. C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'à un moment, on est chez Jeanne Dielman comme on serait dans un bateau perdu en mer. Et à considérer le film sous cet angle-là, assez vite, l'image se précise d'une sorte de... en tout cas, d'une dérive de la part du côté de Jeanne Dielman, d'une sorte de croisière immobile de Jeanne Dielman. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, on a vraiment l'impression que c'est une escale, exactement comme pendant un voyage en mer. Et il faut savoir que Jeanne Dielman s'est appelée dans un premier temps, avant d'être vraiment Jeanne Dielman, mais disons la première version du scénario, désigne un film qui s'appelait Elle vogue vers l'Amérique. Et on peut trouver comme ça à différents endroits ce sentiment océanique très très marqué dans Jeanne Dielman, alors qu'on retrouve évidemment d'une manière beaucoup plus évidente ensuite dans La Captive et La Folie est le meilleur, qui sont deux films qui fonctionnent vraiment ensemble, deux films avec Stanislas Merard et deux films dans lesquels Stanislas Merard a eu la lourde responsabilité il est magnifique dans les deux films, mais vraiment de prendre sur son visage d'acteur
quelque chose qui, on pourrait dire, qui reflue d'une certaine manière à la fin de l'œuvre d'Ackerman, c'est-à-dire un courant très sombre, un courant d'angoisse très fort dont Hallmeyer est vraiment le sommet. C'est un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un film qui est très douloureux à regarder de ce point de vue-là. Et alors c'est l'histoire d'une dérive dans les deux cas. Donc rapidement, La Captive, vous le savez peut-être, c'est l'adaptation de la Prisonnière de Proust. C'est par ailleurs un remake sublime de Vertigo d'Hitchcock. Et c'est l'histoire de... C'est l'histoire d'une dérive, c'est l'histoire de la dérive de Simon ici. C'est vraiment une noyade, de la manière qu'on pourrait considérer que Jeanne Dielman, c'est une noyade. C'est une noyade, alors dans quoi ? Vous l'avez vu ici, c'est une noyade dans les images. Il se noie dans les images parce que finalement l'image de celle qu'il aime, puisque c'est le récit évidemment d'une obsession qui passe par la jalousie, par un désir de possession, et en même temps il ne veut pas la posséder, ce qu'il veut c'est posséder son image. Ça c'est quelque chose qui vient évidemment directement de Proust, et Ackerman reprend beaucoup cette idée qu'il ne peut jouir de la posséder que quand elle est endormie, autrement dit quand elle est, et comme on dit un peu vulgairement, sage comme une image, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire il faut qu'il puisse la voir comme un fantasme, même quand elle est là. Et sans vous révéler la fin du film, si vous ne l'avez pas vu, mais le film va vraiment au bout de cette idée-là. Et la mère, vous voyez, juste avant les images Super 8 que vous avez vues, devant lesquelles se tient Simon, vous avez eu la fin du générique, et le générique, c'est cette mer de nuit qu'on va retrouver à la fin du film. Encore une fois, j'en dis pas trop. Cette mer noire, et vraiment, le film joue là-dessus, c'est l'idée que la mer comme matière, c'est la matière même de la nuit. Donc c'est un personnage qui finit englouti par la nuit. Alors, quel personnage ? Bon, encore une fois, je me retiens de vous en dire trop sur la fin du film. Sinon que la fin nous confirme à quel point le film est un remake parfaitement rigoureux de Vertigo d'Hitchcock, dans le sens où c'est vraiment le récit d'un cinéphile malade d'une certaine manière. C'est le récit de quelqu'un qui est prisonnier d'un rapport au monde qui ne peut être qu'un rapport aux images. De ce point de vue-là, évidemment, on peut être tenté de repenser ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de cette image qui passe par un souvenir d'enfance dans là-bas, vous voyez, de la fenêtre, et de l'idée que le cinéma, c'est ce rapport-là au monde aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part d'un empêchement, peut-être. Il s'agit d'autant plus de cinéma ici et d'une origine du cinéma. Alors, pas seulement parce que c'est du Super 8, ça serait un cliché, le Super 8 comme matière élémentaire du cinéma. Il faut savoir aussi que quand Simon essaie de déchiffrer sur les lèvres de cette image, qui est vraiment l'image de son désir, les mots « je vous aime bien », en fait, il refait quelque chose qui nous ramène directement à l'origine du cinéma, c'est-à-dire même un tout petit peu avant les Lumières. Il nous ramène à une expérience chronophotographique de Georges Demny, qui était un des pionniers du cinéma, et qui s'est filmé, pour le dire vite, en train d'articuler ces mots-là, « je vous aime ». Donc ça a été une des premières, disons que ces mots-là, articulés sur une image, ont été une des premières expressions de ce qu'était ou de ce qu'allait être le cinéma. C'est très troublant que le film commence sur cette image-là. La folie Hallmeyer. Alors la folie Hallmeyer, Ackerman a trouvé Conrad comme elle a trouvé Proust. Elle ne pouvait que trouver Proust d'une certaine manière. Retrouver les chambres, enfin la chambre de Proust, la mer évidemment, et puis évidemment tout ce qui est en jeu dans La Captive. Conrad, ça peut paraître moins évident parce qu'on ne peut pas dire que les films d'Ackerman a priori soient des grands romans d'aventure, quoique. Mais ce qu'elle trouve chez Conrad, peut-être que c'est d'abord aussi enfin ce qui l'intéresse en tout cas, cette utilisation, cette mobilisation de l'océan et de l'eau comme une matière, mais comme une idée avant tout, parce que c'est ce qu'a fait Conrad à travers ses romans. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un peu toutes les gammes de ce que peut être l'eau. C'est l'eau tempétueuse, l'eau calme, l'eau... Bon. Et c'est ce que fait le film, d'ailleurs. Il y a vraiment une gamme sublime, plastiquement, de toute la vie que peut avoir l'eau. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'une dérive, assez proche finalement pour le personnage de Mérard de ce que vivait son personnage dans La Captive. Sauf que cette fois, c'est une obsession pour la fille et pas pour la femme aimée, mais encore une fois, c'est vraiment la folie du ressassement ici qui joue à plein. Et alors, vous voyez, parce qu'évidemment, il faut essayer de repérer un peu des échos entre ces différentes images, repenser à Je tue elle, repenser à ce que je vous disais sur la possibilité ou non d'habiter. Voilà où on en est, d'une certaine manière, de la possibilité d'habiter à ce moment-là de l'œuvre d'Ackerman, avec l'image de Marc Barbet sur ce lit dans une maison inondée, et ce lit qui flotte comme ça. Et on est vraiment dans le flottement et dans la dérive dont on parlait tout à l'heure. Mais tout le film, et il est très très troublant de ce point de vue-là, tout le film est entièrement du côté de la dérive, mais c'est comme si une digue ou quelques digues avaient définitivement cédé. C'est-à-dire que la forme même du film, et Ackerman le disait, elle n'a pas du tout tourné ce film de fiction comme elle avait coutume de tourner ses fictions. Elle l'a tourné comme un documentaire, c'est-à-dire de manière particulièrement flottante. C'était encore une fois son terme, je crois.
Et c'est un film qui est absolument somptueux plastiquement, mais très différent de La Captive, par exemple, qui était tout en maîtrise géométrique, pardon, je trouve pas mieux, mais c'est un peu l'idée. Ici, c'est un film qui est vraiment pris dans une espèce de courant comme ça. Et le dernier plan du film, qui est un plan fixe, dont je ne vous dis rien, c'est un plan incroyable et un peu douloureux, encore une fois, nous ramène à la dérive qui était celle de Jeanne Dillman. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, une dérive immobile. C'est-à-dire qu'on peut se noyer assis. On peut se noyer assis dans un appartement. C'est ce qui se passe pour Jeanne Dillman et c'est ce qui se passe pour le personnage de La Folie est le meilleur. Alors, bon, j'imagine que du coup, l'extrait manque, donc je vais vous le décrire. No Home Movie, qui est le tout dernier film d'Ackerman, c'est un film dans lequel il est question de sa mère. Elle filme sa mère qui est en train de vivre ses derniers jours. Elle la filme dans son appartement, et puis le film est composé d'autres images, par ailleurs, qui avaient déjà nourri des installations récentes, notamment une installation qui s'appelait Maniac Shadows, des images glanées à différents endroits du monde par Chantal Akerman, à New York, à Paris, à Bruxelles, en Israël, enfin au Moyen-Orient en tout cas. Mais elle tenait, pour No Home Movie, à ce qu'on ne puisse pas identifier, justement, qu'on ne puisse pas identifier les lieux en question. Le film commence sur un plan très fort, assez long là aussi, d'un arbre en plein désert, donc on imagine en Israël ou dans un pays proche, battu par le vent, mais vraiment avec une extrême violence. Et c'est une violence, là encore une fois, bien sûr, qui passe par le son. C'est-à-dire, on entend tout ce vent râpeux, sableux, qui frotte contre les branches de l'arbre. Il y a une extrême violence. Et la violence, où est la violence? La violence est dans la résistance de l'arbre. C'est-à-dire que, de toute évidence, ce plan-là a vocation à nous faire voir ce qu'on ne voit pas dans l'image, c'est-à-dire les racines de l'arbre, parce que c'est ça qui est en jeu ici. C'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'Ackerman disait dans Là-bas. L'ancrage, la question de l'ancrage, la question des racines. Je n'ai pas évoqué un autre très beau film d'Ackerman qui s'appelle Histoire d'Amérique, par exemple, qui est un film, en gros, sur une forme de tradition orale juive et une suite de récits comme ça, récités dans la nuit new-yorkaise. Bon, vous irez le voir. Mais c'est un film sur les racines, là aussi, sur la question des racines. Bon. Et No Home Movie, au fond, beaucoup plus qu'un film sur la mer, sur la mort de la mer, elle le disait elle-même d'ailleurs, c'est la mort de la mer, on la verra pas dans le film. Moi, je pense que c'est même pas le sujet du film. C'est un film sur l'hypothèse du moment où les racines, les dernières racines, les quelques racines qui restent. Dans Là-bas, elle disait, ce que j'arrive à comprendre malgré tout, c'est s'enraciner dans l'espace. Voilà, je comprends ce que c'est que s'enraciner dans l'espace. Et faire un plan, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, c'est vraiment s'enraciner dans l'espace. Le film commence sur cette image qui, du coup, est déchirante quand on le voit sous cet angle-là, ce film. C'est l'idée que les racines vont peut-être céder, justement. Et encore une fois, ce n'est pas un film sur la mort de la mer, c'est un film sur la disparition de la mer, sur la disparition de la mer comme image. Et ce qui est magnifique dans le film, c'est que le film vraiment ne dévie pas de cette idée-là, puisqu'il y a des scènes assez bouleversantes comme ça où Ackerman est en train de parler avec sa mère via Skype. Elles sont en contact constant, évidemment. Et Ackerman, avec sa caméra, puisqu'elle est en train de filmer l'écran d'ordinateur sur lequel elle voit sa mère, elle zoome avec sa caméra sur l'écran d'ordinateur. Et évidemment, plus on zoome surtout sur une image Skype, qui est déjà de très mauvaise qualité, on finit dans une boue de pixels, c'est-à-dire on se noie complètement dans l'image. Et il y a un dialogue comme ça dans le film qui est très beau, où la mère évoque le fait qu'avec l'âge, elle perd ses couleurs. Elle perd les couleurs de ses cheveux, elle perd même les couleurs de ses yeux. Et au fond, tout le film est vraiment là-dessus. Donc, encore une fois, une pure question de cinéma. C'est là où, comme je vous le disais en préambule, on est vraiment aux antipodes absolus d'une forme d'impudeur qui serait celle d'une fille qui nous parle de son rapport à sa mère. Et on est absolument dans le cinéma. Et ce qui est très troublant, et c'est pour ça que je tenais à vous montrer cette image-là, c'est que c'est la disparition d'une image qui est celle de la mère, mais c'est aussi peut-être dans ce film la disparition d'une image qui serait celle de la cinéaste. En tout cas, il y a un plan qui nous le dit d'une manière assez bouleversante. C'était donc ce fameux plan. C'est un plan sur la surface ce qu'on imagine être un lac, et sur lequel en fait Ackerman est en train de filmer sa propre ombre qui se reflète sur le lac. Et évidemment, il y a quelques remous sur le lac, donc on voit cette ombre comme ça qui est très fragile, très indécise dans l'image, finalement, et dont on a presque l'impression qu'à un moment, elle va partir avec les remous. Cette image-là, c'est une image qui, il me semble, enfin, l'idée de cette image, l'idée d'une ombre, comme ça, projetée de cette manière-là, une ombre instable, c'est une idée qui a beaucoup travaillé Ackerman dans les derniers temps de son œuvre. Notamment, je parlais de Maniac Shadows, l'installation tout à l'heure, dans ces deux installations qui s'appellent Maniac Shadows et juste avant Maniac Summer. Maniac Summer, c'est une installation qui avait été inspirée par sa découverte de ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est ce phénomène des ombres d'Hiroshima au moment de la bombe, du cataclysme à Hiroshima.
on a retrouvé après beaucoup de traces qui sont quasiment des traces photographiques des victimes, et pas seulement des victimes, mais aussi du mobilier urbain. Pourquoi ? Parce que le rayonnement de la bombe, l'intensité du rayonnement de la bombe a laissé des traces sur les murs, des traces de lumière en quelque sorte. Et c'est vraiment comme une empreinte photochimique. Et évidemment, là où il y avait quelque chose devant les murs, et par exemple un corps, et bien, évidemment, la forme a été détourée en quelque sorte. Donc c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et elle a été très frappée de découvrir ça, mais je pense qu'en fait, en découvrant ça, et je ne peux pas tellement vous expliquer, parce que c'est compliqué d'expliquer une installation, mais dans ces 2 installations, elle en fait un usage à la fois théorique et plastique qui est très beau. Mais ce qui l'intéresse là-dedans, évidemment, c'est cette idée d'une image qui disparaît, ou plus précisément l'idée que toute image, et ça c'est quelque chose qui, au fond, a couru dans toute son œuvre, toute image est toujours l'image de quelque chose qui disparaît. Quelque chose qui, puis d'ailleurs, c'est pas du tout une invention d'Ackerman, c'est un peu le principe de l'ontologie du cinéma, c'est que voilà, une image, c'est l'image de quelque chose qui est en train de disparaître. Et cette idée-là, ce rapport à un enjeu qui est quelque chose de très fantomatique, de très spectral, dont j'ai peu parlé, faute de temps, mais qui a traversé là aussi les films d'Ackerman, c'est quelque chose qui revient une dernière fois en quelque sorte dans ce film-là, en l'espèce de cette image-là, c'est-à-dire l'image d'Ackerman elle-même en train de disparaître sur la surface de l'eau, donc emportée par une dérive qui a été en quelque sorte le nom ou le moteur de toute cette œuvre. Et au fond, il y a sur quoi se referme l'œuvre d'Ackerman. Si on considère que c'est vraiment la dernière image du dernier film, alors c'est une image qui, bien sûr, a valeur en tout cas qui referme vraiment l'œuvre, puisque c'est l'image d'un appartement vide, c'est l'image de l'appartement de la mère, qui est morte à ce moment-là dans le film. Mais peut-être qu'au fond, la véritable dernière image de l'œuvre d'Ackerman dans ce film, c'est celle-là, qui n'est pas la toute fin du film, mais qui me semble clore un long et des très 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 beaux développements qui a traversé toute son œuvre. Voilà, merci.